Radio Espace, Sweet FM et Espace TV au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Adafo Média, la seule équipe à jouer tous les matchs de la CAN, tiendra toutes ses promesses. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur ce plateau du rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Plateau spécial, comme depuis le début de la compétition, nous on se fait le plaisir de vous faire l'avant-match du Sili national de Guinée. La Guinée entrera encore une fois dans l'histoire si le Sili parvenait à s'imposer face à cette équipe de la République démocratique du Congo pour ses quarts de finale. Une équipe du Sili requinquée après sa victoire contre les Équato-Guinéens. On s'en souvient il y a quelques jours et c'est ce qui a permis donc aux hommes de Kaba Diawara d'être propulsés à ces quarts de finale historiques pour le Sili national de Guinée. On en parle avec nos chroniqueurs ici sur ce plateau. À ma gauche, je reçois mon cher ami Idi Bari. Salut Idi. Bonsoir à Sénébadé, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Espace TV. Voilà, et puis nous avons le duo gagnant. D'un côté, il y a Demba Kamara, notre légende. Salut Demba. Ouais, bonsoir Alcéni Baldé, bonsoir à tout le monde. Je suis venu pour ce plateau et puis avec mon petit Ouzela. Ouais. Si vous voulez, je peux donner un peu de son. Dans l'histoire de... Ok. Ok, le coup d'envoi est donné. Voilà, très bien. Et nous avons notre renard de surface. Boiba, salut. Salut Alcéni Baldé. Comme le disent les supporters partout dans les rues de Conakry, Bimbiso. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, le coup d'envoi de ce plateau spécial a été donné bien évidemment avec nos chroniqueurs cet après-midi. Nous allons parler donc de ce match très important du Sili national de Guinée qui va réinscrire son histoire sur le quota du football africain si en tout cas les hommes de Kaba Diawara parvenaient à s'imposer cet après-midi donc pour les demi-finales. Une première, ça sera une première pour le Sili national de Guinée, pas confondre avec les années 76, voilà, où la Guinée avait disputé une finale, mais c'était un carré d'as entre 4 sélections. Et puis nous allons revenir un peu sur l'historique donc des confrontations entre la Guinée et la RDC. Nous allons en parler, on a des statistiques à vous donner. Et puis nous allons revenir sur certaines statistiques qui concernent bien évidemment les équipes championnes d'Afrique. Et puis nous allons voir si la malédiction est brisée ou pas, puisque les 5 meilleures nations du classement FIFA ont été éliminées. On va revenir brièvement sur ces différentes actualités qui font la une de cette Coupe d'Afrique des Nations avec mon cher ami Idi Bari. D'abord, globalement, le Sili national de Guinée, on va commencer par ça, mettre de l'eau dans la bouche de ceux qui nous regardent en ce moment sur Espace TV. Comment vous voyez cette rencontre cet après-midi contre la Guinée, contre la RDC? Je pense que c'est une grosse affiche entre deux grandes nations du football qui respirent football, qui vivent football. Et la RDC, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quand même un grand d'Afrique parce que cette équipe de la RDC a déjà remporté par le passé au moins une CAN, je vais le dire comme ça. Mais contre toute attente, la Guinée n'a connu que dans son histoire qu'une seule finale, vous le rappelez tout à l'heure. Lorsque c'était un carré d'as, le tournoi se jouait entre 4 équipes. Mais depuis ces dernières années, on a vu que le Sili ne parvenait pas dans des compétitions, en tout cas à éliminatoire direct, à dépasser ces phases. Et cette année, par la grâce de Dieu, et avec ces matchs de huitièmes de finale, le Sili, à la dernière minute, par l'entremise de Bayo, a réussi quand même à briser ce vitre. Ouais. Et donc, le Sili, en tout cas, c'est une grosse opposition de style entre une équipe jeune mais joueuse et une équipe de l'autre côté aussi rajeunie, vous n'êtes pas sans savoir. Mais avec des vieux joueurs aussi. Il n'y a que trois joueurs rescapés dans cette équipe de la RDC Congo. Tous les autres qui ont déjà joué la dernière CAN ne sont plus dans cette équipe. Je parle notamment et c'est Arthur, le défenseur, et Cédric Bakambou et Gaël Kakuta. Et Kakuta qui sont les seuls rescapés de la dernière CAN, de la dernière participation à la CAN de la RDC. Mais donc depuis cette année, donc je vais dire, c'est une équipe jeune. Ce sont deux équipes jeunes qui vont se confronter avec plus de technicité côté guinéen et plus d'endurance et de physique et côté RDC. En tout cas, c'est un match qui promet du spectacle et qu'on va suivre
tout à l'heure, Inch'Allah. Bien, en tout cas, ça sera tout à l'heure à partir de 20h, temps universel. Et en ce moment même, le Nigeria mène 1-0 contre les Palancas Negras. Donc, 2-0. Voilà, on me fait signe que c'est... Voilà. 1-0, voilà, 1-0 donc pour les Super Eagles, un but de Adamou Lookman qui a inscrit bien évidemment son 4e but de la compétition. On va essayer de vérifier tout ça. Et la Guinée, justement, globalement, Yaya Demba, comment vous voyez cette rencontre? La Guinée aura ses chances? Bien sûr que oui, la Guinée aura ses chances parce que, vous le savez très bien, le Sili national est venu de loin. Personne n'attendait vraiment cette performance, du Sili national de Guinée. On a vu une équipe guinéenne qui a de l'envie de taper dans le ballon avec cette jeunesse qui est en place. C'est vrai que par endroits, on a manqué quelques matchs, par exemple le match contre le Sénégal. Mais ça, l'entraîneur a voulu faire une rotation d'équipe. Il a essayé, bien évidemment, de miser sur les doyens. C'est ce qui a fait que ça n'a pas donné comme on s'y attendait. Bien. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense que contre la RD Congo, ça va être un match qui va se dérouler du 50-50 parce que pratiquement on a le même style de jeu avec cette équipe-là, même si... c'est une équipe qui, à mon avis, joue avec beaucoup plus de physique. Et je pense qu'avec ce qu'on a sous la main, je crois bien que cette équipe du Sili national de Guinée va faire une belle montre ce soir. Bien, oui. Bon, ce sont là des équipes techniquement qui sont bonnes, on peut le dire ainsi, mais qui ont aussi soif de victoire, surtout. La Guinée, on revenait sur l'historique du Sili national qui n'a pas encore un trophée de la CAN dans son armoire à trophées, qui n'a qu'une participation donc à une finale d'une CAN dans des années vraiment reculées. Ça remonte à plusieurs décennies donc. Et la RDC, même si on a réussi quand même à gagner, mais on a réussi quand même à remporter ce trophée, mais ça fait longtemps. Il faut dire que la RDC, quand même, c'est toujours une équipe attendue, mais qui ne répond pas au rendez-vous. On se souvient, les Cannes ces derniers temps, ce n'est pas une équipe qui est régulière donc, à ces rendez-vous. C'est des équipes techniques, très bonnes équipes, mais qui ont soif de victoire. Donc, il faudra être beaucoup plus attentif et être discipliné sur le plan tactique et avoir de l'initiative et un sens clinique devant le but. Parce que on reviendra dans tout ça, Boïba, et nous aurons dans cette émission Coach Caps, notre professeur de psychologie. Il va nous parler donc des facteurs qui ont contribué bien évidemment au succès de cette équipe de Guinée lors de son match contre la Guinée équatoriale. Et puis comment l'équipe du Sili a-t-elle réussi à briser le plafond de verre, selon lui, et donc à se qualifier dans un match à élimination directe est quelque chose qui a été justement travaillé par Kaba Diawara. On va avoir le tableau, le programme justement qui vous attend tout au long de ces quarts de finale justement avec la régie et après on reviendra. Non, ça c'est, on dit le programme s'il vous plaît, le programme des matchs qui vous attend, qui nous attend tous, parce que c'est important de savoir. Voilà, justement, donc, c'est ce vendredi que ça débute. Nigeria, Angola, pour l'instant, donc, les Super Eagles mènent 1-0 face donc au Palancas Negras. Et la Guinée sera donc en piste tout à l'heure contre la RDC. Ça sera à 20h, temps universel. Et c'est le match-là qui nous intéresse de plus. Et puis demain, 2 matchs encore se joueront pour le terme de ces quarts de finale. Mali, Côte d'Ivoire, un derby de voisins, derby de l'Afrique de l'Ouest. Et le Cap-Vert donc sera face à l'Afrique du Sud. Et on en a parlé, Idi Bari, justement, c'est une compétition, c'est des quarts de finale où il y a chaque adversaire a gagné quand même une compétition. Oui, c'est quand même, comme on a toujours dit, ce sont des oppositions de style et ces quarts de finale sont très particulières. Et parce que, vous le savez, les équipes qui sont en opposition,
ce sont des équipes qui n'ont jamais remporté une CAN, qui jouent contre des équipes qui ont au moins remporté une CAN. C'est notamment le cas du Nigeria face à l'Angola. Le Nigeria a remporté des CAN et l'Angola n'a jamais remporté une CAN et la Guinée n'a jamais réussi à remporter une CAN, bien qu'on a joué une finale. Mais la RDC pourtant a remporté, a déjà une CAN au moins et dans son armoire. Et demain, c'est le Mali qui joue contre la Côte d'Ivoire. Le Mali aussi n'a jamais remporté de CAN, mais la Côte d'Ivoire a au moins 2 CAN. Et il y a la dernière affiche, c'est l'Afrique du Sud qui, on le sait, avait remporté la CAN qu'elle avait organisée en 1996 à domicile. Et donc le Cap-Vert qui n'a qui a moins de participation d'ailleurs à la CAN pour espérer au moins briser, comme vous l'avez dit, le plafond de verre pour aller jusqu'en demi-finale et pourquoi pas peut-être espérer aller en finale. Donc voici ces affiches auxquelles nous participons. Je rappelle que tous les grands favoris de cette CAN, tous les favoris dont les spécialistes avaient en tout cas ciblé comme étant des favoris et sont pratiquement sortis à l'exception du Nigeria. Aujourd'hui c'est seul le Nigeria qui reste dans la compétition. On reviendra parce que les 5 nations les mieux classées dans le ranking FIFA ont tous été éliminés, sauf le Nigeria qui reste. C'est ça ce qui fait la particularité d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. En fait, beaucoup d'observateurs avaient à cœur que les grands favoris allaient déjouer les pronostics. Mais plutôt, c'est les supposés favoris qui ont déjoué les pronostics. C'est ce qui a fait... C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et par rapport vraiment à ce match contre la RD Congo, Alcénie Baldé, vous le savez comment cette nation s'est qualifiée. Avec des matchs nuls à l'appui, ainsi de suite. Avec 3 points. Voilà, 3 points. Donc quand vous prenez la Guinée par exemple, la Guinée a eu quand même à gagner pas mal de points pour se qualifier dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour moi, Alcénie Baldé, ce que je voudrais rajouter, c'est que cette Coupe d'Afrique des Nations, le football moderne, vous le savez très bien, se moque des réalités du passé. C'est ce qui se passe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les gens qui disent que telle nation a tel trophée ou a 2 ou 3 fois remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, ça explique le nivellement de valeur des sélections africaines aujourd'hui, ou des nations. Quand vous prenez la Guinée équatoriale qu'on a éliminée, qui a fait des belles sensations dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est plus de 1,5 million d'habitants. Donc pratiquement, la population n'est pas aussi dense comme ça, mais... après, le football se joue dans ce pays-là normalement. C'est ça ce qui fait que vraiment... Il y a quand même qu'ils ont organisé la CAN à 2 reprises. Exactement, donc ils ont organisé la CAN. C'est pour vous dire que vraiment, il n'y a aucune petite équipe dans le monde actuellement. Donc quand vous jouez contre un adversaire, vous avez en face de vous un adversaire, il ne faut pas le sous-estimer. Il faut jouer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut dire parce que cette équipe a gagné la CAN, on n'en a pas. Et on a le complexe. C'est qu'il faut jouer en fait. Le football actuel, surtout le football africain, ce n'est pas les statistiques qui jouent. C'est la réalité du terrain, c'est la bataille. C'est la bataille du terrain qui définit qui est le vainqueur et qui ne l'est pas. D'accord. Oui, allez-y. Il faut savoir aussi que la plupart des grosses équipes qu'on peut qualifier de grosses équipes, il y a quand même des joueurs qu'on regarde pratiquement jouer tous les 3 jours. C'est facile donc de savoir leur façon de se déplacer. C'est facile donc de les étudier et savoir où se placer pour quand même les contrecarrer. Par contre, vous prenez d'autres équipes moins vues, vous avez du mal à faire sortir quelques joueurs de l'eau. Voyez-vous, par exemple, le premier tour, c'est différent, par exemple, ça a été différent, par exemple, des 8e de finale. Et des 8e de finale, ce sera aussi un peu différent des quarts de finale. Vous verrez moins de buts et vous verrez, disons, moins de précipitations dans des matchs. Parce que au fil du temps, chacun aura donc la chance de... Quand tu auras regardé 2 ou 3 matchs d'une équipe, tu auras compris quel est le système que l'entraîneur, sur lequel l'entraîneur se base et quels sont les points forts de ton adversaire. Donc, je pense que ce premier tour a été donc fatal pour la plupart des grandes équipes. On a vu par exemple le Nigeria qui a mal démarré et qui monte en puissance et qui s'est rattrapé un peu plus tard. On a vu la Côte d'Ivoire quand même qui était vraiment
un des favoris parmi les favoris. Surtout que c'est à domicile, mais ce n'est qu'avec 3 petits points que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour le 8e. Il a fallu attendre le bout du bout pour comprendre, pour valider donc ces billets. Et au finish, on a vu contre le Sénégal, c'est quand même une Côte d'Ivoire qui a réussi à éliminer le champion d'Afrique. Et le jeu était parti, tout était réuni pour que la Côte d'Ivoire soit battue, parce que dès l'entame, c'est le Sénégal quand même qui ouvre le score. Et ça ouvre la voie donc à une qualification supposée facile du Sénégal. Mais on a vu le tournant du match. Bien, on va voir donc le tableau. Les 5 nations qualifiées, vous allez le voir de vous-même, chers téléspectateurs, puisque rien n'est inventé. Vous allez voir que les équipes qui ont été éliminées et qui sont mieux classées donc à travers le ranking FIFA. Le Maroc, premier en Afrique. Le Sénégal, 2e par ordre, vous allez le voir. Et donc la Tunisie, 3e. L'Algérie, 4e. Et l'Égypte, 5e. Donc c'est pour dire que c'est un peu très compliqué. C'est le mondialiste et demi-finaliste de la CAN. Je vais terminer. Vous allez voir qu'à travers le classement mondial, le Maroc est donc 13e, le Sénégal 20e, la Tunisie 28e, l'Algérie 30e et l'Égypte 33e. Et donc ont tous pris la porte au premier tour. Donc c'est pour dire que c'est pas parce que le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde et qui a été la première nation qu'il ne faut que l'équipe est imbattable. Oui, rapidement. Le Maroc plutôt. Le Maroc a plutôt. Finissez rapidement. L'équipe qu'on peut rajouter sur ce classement, c'est l'Algérie aussi, et qui est passée complètement à côté de sa CAN. L'Algérie fait partie de la sélection. Voilà. C'est que là, on l'a fait, c'est par ordre. J'ai eu du mal à voir le tableau, voilà. Parce que tellement l'Algérie était donnée favorite de cette CAN, et vous imaginez, c'est la Mauritanie quand même qui a réussi à arracher sa qualification et le ticket de qualification à cette équipe de l'Algérie. Et du coup, c'est ce qui a permis à la Mauritanie de se qualifier et de botter en touche cette équipe de l'Algérie. Et dont l'entraîneur d'ailleurs a payé les frais. On a vu. Donc, oui, allez-y. Oui. Ils ont été en quelque sorte naïfs. Parce qu'un plan qui réussit et qui vous aide à gagner, vous le changez. Je pense que ça a été mal réfléchi. Parce que le Maroc nous a habitués quand même, pendant la Coupe du Monde, c'est une équipe qui procédait à des contres. Pendant cette CAN, c'est une équipe qui voulait nous montrer qu'elle joue le football champagne. Malheureusement pour elle, ça n'a pas réussi. Donc je pense que ils ont été trop démesurés dans ce qu'ils faisaient. Ça a été une surprise pour eux parce que tout laissait croire quand même c'était une grosse nation qui était partie pour aller le plus loin possible. Malheureusement, il y a eu ce changement de plan, à mon avis, qui a été, disons, amer pour cette équipe. Bien, oui, allez-y. Il y a cette question d'excès de confiance qu'il faut éviter dans une compétition de football. Lorsque vous prenez l'Afrique du Sud, il y a plus de 8 joueurs qui jouent le championnat. Voilà, exactement. Mamelodi Sundowns, Kaizer ainsi de suite. Donc, il y a même les joueurs des Orlando Pirates. Donc, je me dis que ça prouve à suffisance qu'il y a des championnats en Afrique qui donnent de la valeur. C'est le club qui a remporté, qui a remporté vous allez pour la précision, il y a 21 sur les 23 joueurs convoqués par Hugo Bros, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, il y a 21 qui jouent sur le continent africain et tous jouent en Afrique du Sud et un seul peut-être qui joue en Égypte, Percy Tao. Sur son classement, pratiquement les 8 joueurs jouent dans le même club. Donc ils sont habitués à jouer ensemble. Effectivement. Et comme le rappelait tout à l'heure, dans le club de Mamelodi Sundowns et le club du président de la CAF. Donc voilà, ça prouve quelque part ce facteur où il y a en tout cas la complicité entre ces joueurs et l'habitude, il y a le complément entre ces joueurs. Et quand ils jouent, vous voyez que c'est pratiquement des joueurs qui jouent chaque semaine ensemble. Quand vous vous entraînez tous les matins, tous les jours, c'est
c'est pas difficile de le trouver. Même en plein sommet, quand on vous réveille, tu essaies de placer une balle pour un coéquipier avec lequel tu as passé toute une saison à jouer. Surtout qu'ils ont quand même une bonne lancée avec cette Ligue des Champions et avec la Super League. Donc ils sont en jambes. Et c'est pour vous dire encore une fois, ces équipes-là qu'on ne voit pas souvent à la télé, c'est difficile de les battre parce que vous ne savez pas à quel adversaire vous avez affaire. D'accord, très bien. Nous allons aussi, avant de parler, parce qu'on a 30 grosses minutes hein, pour parler donc du Sili national de Guinée pour son match très important contre la République démocratique du Congo, pour ses quarts de finale historiques pour la Guinée qui va essayer, pourquoi pas, de se qualifier pour une première fois en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. On va en parler de long à large. Le classement est déjà disponible. Kaba Diawara a préféré mettre Naby Keïta titulaire dans le 11 de départ de cette sélection nationale et nous allons en débattre. Chacun donnera son avis et faire une comparaison entre les matchs où Naby n'a pas joué et les matchs où il a été titulaire parce que ça fait le choukra hein, entre nous. Je ne dirais pas choukra de la presse, mais le choukra entre nous. Ça crée des commentaires. Très bien. On va voir donc le tableau hein, aussi hein, des équipes qui ont été championnes d'Afrique et lors de la prochaine édition, et ces équipes-là ont été éliminées. La malédiction du champion. On va voir le tableau avec bien évidemment la régie. Voilà, donc ces vainqueurs qui n'ont pas atteint les quarts de finale. Et tenez-vous bien, c'est l'Égypte qui a été triple championne d'Afrique en 2006, 2018 et 2010. Et en 2012, l'équipe ne s'était pas qualifiée. Et puis en 2013, la Zambie, qui a été championne en 2012, a été éliminée en 2013 en phase de groupe. C'est le cas du Nigeria qui a été champion d'Afrique en 2013, éliminé, non qualifié, hein, voilà, en 2015. Et puis la Côte d'Ivoire aussi, hein, en 2015, champion d'Afrique, éliminé en phase de groupe en 2017. Et le Cameroun qui a été champion d'Afrique donc en 2017, éliminé en huitième de finale en 2019. C'est le cas de l'Algérie aussi, champion d'Afrique en 2019 et éliminé en 2021 en phase de groupe. Et on a vu le Sénégal aussi tomber dans son passé. Que le Sénégal au moins allait briser cette malédiction, Boïba. Moi je pense que le Sénégal c'est l'excès de zèle et de confiance qui a joué contre le Sénégal. Sinon le Sénégal avait une très belle équipe avec des jeunes qui sont hyper percutants. Mais l'excès de confiance a vraiment conduit cette équipe à la déchéance. Et c'est tout à fait, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a vu cette équipe passer de côté. Et l'autre côté, c'est la façon dont la Côte d'Ivoire a été repêchée. Et la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se laisser faire contre le Sénégal et accepter de se faire éliminer. Et surtout que c'est la CAN qui se joue à domicile. Il y a déjà une leçon apprise avec les phases de groupe. Et là, elle est venue avec beaucoup plus de détermination et de dynamisme, surtout face à son public. Et vous voyez, et donc c'est devait en tout cas de prendre cette énergie, ce cri d'éléphant face au lion. Et donc ils ont joué, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Ils ont poussé cette équipe du Sénégal jusqu'aux séances fatidiques de tir au but. Et on a vu ce qui est arrivé après. Et la suite, donc, Aliou Cissé, qui n'est pas menacé, et qui a la confiance de la Fédération sénégalaise de football, en tout cas pour l'instant, à moins qu'il décide de rendre le tablier, mais son contrat court jusqu'en 2026. C'est le cas aussi de Djamel Belmadi, qui s'accroche encore une fois du côté donc des Fenech, mais rien n'est encore décidé, en tout cas par la Fédération algérienne de football, en tout cas de ce côté. Alors, Boïba. L'élimination quand même du Sénégal, qui a quand même réussi à aller jusqu'à 8e de finale. On a vu la plupart de ces équipes qui ont été éliminées, soit les champions. Non, c'est soit non qualifiées ou éliminées en phase de groupe. Le Sénégal a réussi quand même à aller jusqu'en 8e de finale. Je pense que Aliou Cissé a mal fait de ne pas faire tourner face à la Guinée. Parce que je pense qu'il y avait eu un petit coup de fatigue. Parce que quand vous jouez, vous dépensez autant d'énergie contre la Guinée et vous
pour jouer une prolongation face à la Côte d'Ivoire, c'est pas rien. Et surtout qu'il y avait plusieurs facteurs. Idi le rappelait que la Côte d'Ivoire s'était qualifiée difficilement et il y avait quand même tout un cocktail réuni pour que les Ivoiriens gagnent avec l'appui du public. Un nouvel entraîneur nommé et qui a pris des bonnes décisions, si on peut le dire ainsi, parce qu'il a titularisé des joueurs qui étaient juste là sous le placard et qui, voilà, évidemment. Donc tout, ils étaient fouettés dans leur orgueil. Il fallait donc riposter après donc ce qui était juste là une humiliation à domicile, infligée par la Guinée équatoriale 4-0. C'était quand même inacceptable pour une CAN à domicile. Et avec tous les joueurs, des bons éléments que la Côte d'Ivoire a à disposition. Très bien, voilà. Rapidement. Savez, la Côte d'Ivoire, c'était quand même inconcevable de voir une nation qui organise une Coupe d'Afrique des Nations s'être éliminée prématurément, même si ça... C'est récurrent quand même. C'est très récurrent, mon cher ami, que les équipes qui organisent la compétition soient éliminées. Allez, mon cher, allez, vas-y. Même si cela a été auparavant, mais c'est que la Côte d'Ivoire avait à cœur d'aller très loin dans cette compétition. Donc il y avait la ferveur derrière l'équipe. L'équipe avait d'ailleurs double pression, c'est-à-dire la pression du grand favori de la compétition, mais aussi la pression du public qui était derrière l'équipe. Donc il fallait vraiment rassurer dans ce match contre le Sénégal. Il fallait rassurer le public que vraiment on joue avec le cœur. Parce que lorsque vous faites allusion un peu au premier match, parce que moi la première sortie de la Côte d'Ivoire, ça ne m'avait pas rassuré contre la Guinée-Bissau. Je me disais que ça c'est pas une vraie sélection de la Côte d'Ivoire que j'ai connue de par le passé. Donc au fil des matchs, on a vu vraiment les prestations un peu hachées de cette équipe. Et par contre, contre le Sénégal, j'ai vu le vrai visage d'une sélection de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le public attendait de cette équipe et elle a répondu à l'appel du public, même si par endroits peut-être on peut souligner quelques lacunes au niveau de l'arbitrage, mais je pense que vraiment... la Côte d'Ivoire a répondu, parce qu'on a vu quand même beaucoup de changements avec MS... il faut quand même tirer chapeau à MS Fayet qui a fait en tout cas des déplacements tactiques, parce qu'il a utilisé des joueurs que Jean-Louis Gasset n'utilisait pas dans le 11 de départ de cette équipe. Très bien. Et puis les échanges tactiques, ça a beaucoup apporté. Voilà, je pense que là, on va cette fois-ci... Il y a le facteur investissement qui a été aussi... qu'il ne faut pas occulter, parce que les autorités politiques ivoiriennes n'ont pas lésiné sur les moyens pour l'organisation de cette compétition. On a vu les pelouses et toutes les infrastructures qui vont avec, notamment routières et hôtelières qui donc accompagnent cette compétition. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Il fallait donc trouver un moyen de poursuivre l'aventure dans cette compétition. Voilà, justement, donc la Côte d'Ivoire a changé d'entraîneur en cours de compétition, qui a été enterré, mais l'équipe ivoirienne a été ressuscitée dans sa tombe. Et voilà, donc a éliminé le champion d'Afrique, pourquoi pas cette équipe ivoirienne qui n'a plus peur de la mort. Quand on va en enfer, après on revient encore. Et les Ivoiriens le disent, Cabri mort n'a pas peur de la mort. Vous savez, les Ivoiriens, ils ont cette façon de relativiser tout. Parce que moi, après la défaite contre la Guinée équatoriale, j'ai vu la plupart d'entre eux sur les réseaux sociaux, on a perdu, mais ça fait rien. Ils s'amaillent, quoi. Et la force des Ivoiriens aussi, c'est contrairement aux pays comme le nôtre, par exemple, ici où la politique prend le dessus. Là-bas, c'est la culture et le sport. La culture, et vous regardez les télévisions, les plateaux, la plupart du temps, les émissions en grande écoute, c'est soit la culture ou en matière le sport. de télé-réalité, ils sont en avance. Voilà, justement, les amis, cette fois-ci, nous, c'était juste une façon de faire un petit bilan de ces huitièmes de finale. En termes... Bien, voilà, c'était un échauffement. Merci de me passer l'expression. Voilà, avant le match. Donc, cette fois-ci, ça y est, le coup d'envoi a été donné. Donc, RDC
République de Guinée. Ça sera donc dans moins d'une heure hein, maintenant, dans une heure hein, maintenant, parce que là, il est déjà 20h temps universel, 19h temps universel, autant pour moi. Donc la Guinée va en découdre avec cette équipe de la RDC. On va justement voir ce tableau, l'historique de ces confrontations entre la Guinée et la RDC. On va peser le pour et le contre pour savoir effectivement est-ce que la Guinée a un petit avantage dans cette confrontation. On va voir donc ce tableau et puis chacun donnera son avis. Voilà donc 7 matchs entre les deux nations, toutes compétitions confondues, 2 victoires pour la Guinée, 4 victoires pour la RDC, un match nul. Et donc la première rencontre entre ces deux sélections a eu lieu en 1974, ça remonte, et c'était lors d'une Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, et c'est la RDC qui s'était imposée sur le score de buts à 1. Voilà, donc selon vous, comment analysons-nous ces statistiques? Est-ce que la Guinée pourra peut-être se dire la RDC est plus que nous, ou que la RDC dira que on est plus que la Guinée? Bon, se fiant à ces statistiques, je pense que c'est jouable. Mais moi, je vais aller plus en détail parce que nous parlons de la CAN. Et les statistiques en CAN, la RDC et la Guinée ont eu à jouer que 3 matchs. Parce que là, c'est toute compétition confondue, les statistiques qu'on a affichées. Mais en CAN, en Coupe d'Afrique des Nations, en phase finale d'une CAN, les 2 équipes ont joué 3 matchs, une victoire de chaque côté et un match nul. Donc, partant de ces statistiques, je pense que c'est jouable pour chacun. Le plus récent, c'est en 2004, je crois. 2004, avec la génération de Pascal Ferdinand, où la Guinée s'était imposée sur le score de 2-1. Donc, je pense que c'est jouable, en tout cas, partant de ces statistiques et partant de la forme actuelle des joueurs que Kaba Diawara dispose. Et je pense que c'est jouable. Mais moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, c'est à travers le classement que j'ai vu tout à l'heure, la présence... On reviendra sur le classement, mon cher ami, parce que c'est important. On reviendra, parce que là, j'ai envie vraiment qu'on parle de ce classement. On en parle là. Je sais que... Moi, le classement me laisse sur ma faim, à vrai dire. Non, pas parce que il a chaud. Il a chaud. Non, pas parce que je suis aîné, mais il faut comprendre que une équipe, on ne change pas une équipe qui gagne, on le dit très souvent. Très bien. Donc, des jeunes qui t'ont donné satisfaction, je pense que s'ils sont toujours, à moins que ce soit qu'il ait des pépins physiques, parce qu'on n'est pas avec eux là-bas, nous on est en Guinée ici, ils sont du côté d'Abidjan, à moins qu'il y ait des pépins physiques, mais si aucun des jeunes joueurs n'a de pépins physiques, pourquoi ne pas les mettre? Je ne vois aucun intérêt quand même de mettre Naby Keita. On va revenir sur les statistiques. Moi, je parle puisque vous tenez très bien à ces statistiques. Moi, j'ai toujours dit, le football moderne se moque des réalités du passé. C'est vrai que parfois, le parcours, il est important de l'étaler à la face du monde, c'est très important. Mais moi, je me dis que tout va se passer sur le rectangle vert. Même si l'inquiétude se plane un tout petit peu par rapport au classement. Mais moi, je me dis que ces 2 équipes-là pratiquent le football un peu semblable. Et puis voilà, quoi. Kaba Diawara, il nous a montré de quoi il est capable. On a un entraîneur en face de nous, Sébastien Desabre, qui connaît très bien une équipe, qui est venu d'ailleurs. Il a trouvé le navire de la RD Congo qui tanguait beaucoup plus, qui était sur le point de chavirer. Mais il est venu, il est en train de rectifier le tir. Donc, entre lui et Kaba Diawara, on va voir qui est capable de faire quoi, tactiquement et techniquement, sur le rectangle vert. Donc, maintenant, aux joueurs de donner le maximum d'eux-mêmes. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance en la jeunesse aujourd'hui, qui fait la fierté de cette équipe d'ici nationale de Guinée aujourd'hui. Donc, Kaba Diawara, il doit vraiment beaucoup plus observer ce qui va se passer. C'est vrai que son classement est disponible, mais on revient. Oui, Boiba. Bon, l'histoire est toujours importante, hein. On va toujours s'en servir pour aller de l'avant. Mais il faut le dire, en matière de football, c'est pas parce que vous m'avez battu 3 fois ou 4 fois de suite que je ne serai pas un jour capable de vous battre. Donc, aussi, il y a vraiment cette chance, surtout que c'est plutôt un duel équilibré entre ces 2 nations. Je le disais tantôt, c'est 2 équipes
sur le plan technique qui ont des similitudes, mais qui ont quand même aussi plusieurs points communs. On peut dire ainsi, hein, c'est des équipes, la Guinée n'a jamais remporté une CAN. La RDC en a remporté certes, mais ça faisait longtemps que la RDC ne disputait même pas les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. C'est une équipe souvent attendue qui ne répondait pas au rendez-vous et cette fois-ci, elle semble être sur la bonne voie. Et c'est une équipe qui a soif, à mon avis, la génération de Bakambu, aujourd'hui, qui rêverait, autant que Naby Keïta, de ramener un trophée à la maison pour dire voilà ce que moi j'ai pu faire pour mon pays. Donc, ce sera équilibré. Il s'agira de savoir, on va en parler tout à l'heure, hein, la bataille du milieu. Et surtout l'efficacité devant les buts. Voilà, justement, le Nigeria s'est qualifié, hein, première nation qualifiée pour les demi-finales de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 16e qualification pour les Super Eagles en 20 participations de Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment un record, hein, pour cette équipe du Nigeria. Ça montre l'efficacité, mais aussi le travail qui est fait. Parce qu'une fédération qui ne travaille pas ne peut pas avoir 16 qualifications en demi-finale. En 20 participations. Ouais, donc ce n'est pas un fruit de hasard. On va dire que c'est un pays continent. Parce que par rapport à la Guinée, comparer le nombre d'habitants, c'est ou plus d'ailleurs. Donc c'est dire que là-bas, vous avez beaucoup plus de facilité à trouver des talents et avoir une bonne équipe. D'accord. Mais ça ne se vérifie pas toujours, hein, parce qu'on a vu une équipe de moins de 2 millions d'habitants battre une équipe de plus de 100 millions. D'accord, ok. Bah, c'était juste une information puisque c'est important de rappeler. Donc le Nigeria affrontera le vainqueur entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Ça sera donc à partir de la semaine prochaine pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est qu'on peut saluer rapidement, le collectif qui a été mis en avant. Par exemple, cette fois-ci, on parle de la Guinée, mon cher ami. Le but qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est quand même... je sais que maintenant on parle de la Guinée, on parle du match de la Guinée. Voilà, on ne revient pas là-dessus, mon cher ami. On a le temps. On a inspiré Naby Keïta et sa suite. D'accord. Très bien. On aura dans un instant coach Caps justement qui va nous donner des cours de psychologie justement dans un court instant. Mais le temps pour nous peut-être de décrypter ce classement. Est-ce qu'on peut avoir le classement à l'écran? Bon. Je ne sais pas. Mais de toute façon, on a le classement. On a donc le classement. Ibrahim Koné, l'indéboulonnable dans les cages du Sili. Isiaga Silla, Mouktar Diakabi, Julien Jambrier, Ibrahim Diakité. Le seul joueur qui entre cette fois-ci, c'est Naby Keïta. Voilà, on doit en parler justement parce que c'est le seul qui entre donc dans le dispositif tactique de Kaba Diawara, en tout cas depuis le début de la compétition, on a vu. Est-ce que pour vous, c'est une bonne affaire pour Kaba Diawara aller chercher cette victoire avec un joueur qui joue avec un seul pied? Vous savez, la dernière rencontre du Sili, la prestation de Naby était quand même irréprochable. C'est vrai, moi, Kaby, le capitaine, donc ça sorti en deuxième mi-temps. Lors du match contre la Guinée équatoriale. Quand il est venu à la 60e minute ou 64e minute, ses premières touches de balle étaient très rassurantes. D'accord. Mais moi, encore une fois, je préfère qu'on titularise des jeunes frais et qui peuvent aller au charbon parce que qui gagne la bataille du milieu et plus pratiquement le match et avec des attaquants qui sont réalistes parce qu'on sait que du côté offensif, Bayo il ne tarde pas à réaliser quand même ses opportunités qu'il gagne. Mais encore une fois, quand on a la bataille du milieu, c'est là-bas tout se joue. Et aujourd'hui, Naby, c'est un joueur, c'est vrai, et il a encore ses passes à profondeur, cette capacité à donner des passes lumineuses, des passes en profondeur. Mais
en tout cas Nabi que j'ai vu durant cette CAN, n'est pas prêt à aller au charbon, à disputer des duels physiques avec un adversaire, craignant encore que sa blessure ne réchute. Et c'est le même cas que Amadou Diawara. Amadou Diawara, c'est vrai, ses touches de balle aussi sont plus ou moins rassurantes, mais encore une fois, c'est la lenteur dans le jeu, dans les transmissions, dans la livraison rapide de certaines passes. Et en fait, c'est ce qui me dérange dans ce classement-ci, non? Et tout le reste, ça va. Non, tout le reste, ça reste statique. Ça reste les mêmes joueurs. Ça ne change pas. On va, avant de vous passer la parole, de l'autre côté, donc, il y avait la traditionnelle conférence de presse qu'animent les entraîneurs à la veille de chaque match. Kaba Diawara, le sélectionneur national, lui, il a fait l'état des lieux de son équipe. Il a parlé justement de Naby Keïta durant donc sa conférence de presse. Il revient effectivement sur l'absence de Moriba, de la probable titularisation d'Ablaye Touré, qui n'a pas été titulaire pour cette rencontre. On va écouter Kaba Diawara avant de vous donner la parole, les amis. On l'écoute et puis on revient. Naby, il est en pleine forme. Il est rentré aussi face à la Guinée équatoriale. Il est rentré 30 minutes et vous avez vu que son entrée a correspondu, on va dire, à stabiliser l'équipe. Alors on voulait marquer ce but à 10 contre 11. On se précipitait un peu, mais lui, une fois qu'il rentre, il a l'expérience, il met le pied sur le ballon, il rassure ses partenaires. Et voilà, il nous a fait du bien. Et puis nous, on note à l'entraînement qu'il est de mieux en mieux. Il y a 2 jours, on a fait un petit jeu là, de foot-golf, je ne sais pas si vous connaissez, et il l'a gagné. Donc il était associé à Sédou Cissé, donc on a mis de l'expérience avec la jeunesse, et puis il l'a gagné. Je ne me trompe pas, hein, il a gagné. Et donc il est en forme vraiment. Moi je réponds sur le plan médical. Ben, pour Ilex, c'est un peu compliqué, parce qu'il a vraiment mal, donc on va attendre encore. Mais pour Athé, là c'est bon. Il a repris l'entraînement et il sera là. Donc on va voir si on l'utilise d'entrée ou s'il rentre en cours de match. Mais en tout cas, il est pleinement rétabli. Et disons que Serrou est venu en stage, il était en forme. Et il s'est blessé lors de notre dernier match, lors de notre unique match à Dubaï. Donc il a commencé la compétition blessé, donc il a fallu qu'il se remette. Et là, ça va de mieux en mieux. Et vous avez raison, il a eu 1 heure face au Sénégal. Et là, il a eu 30 minutes face à la Guinée équatoriale, donc il est à 100%. Après, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 voire 3 bons attaquants et Mohamed Bayo flambe. Donc après, voilà, il rentre dans la concurrence. On sait très bien ce qu'il a fait pendant 6 mois, 7 mois même. Il a démontré qu'il était vraiment un top player. Après, moi, j'ai aussi une logique de compétition et aussi une logique de groupe. Donc, on va s'entraîner cet après-midi et puis on prend... À l'instant même, donc, le sélectionneur national Kaba Diawara qui faisait le point sur son infirmerie avec donc Cheikhou Guirassy qui était venu en forme et après qu'il s'est blessé, il a donné quelques détails. Justement, rapidement, hein, chacun va donner son analyse par rapport à la perception de Kaba Diawara sur son groupe. Oui, je pense que Kaba Diawara, c'est vrai que c'est lui le responsable des 11 tactiques ou de sa sélection, mais à un moment donné, nous qui sommes observateurs, on a vraiment le temps de tirer les leçons, de faire nos observations. Cela est extrêmement important. Moi, mon inquiétude n'a pas été dissipée, puisque depuis hier, moi, j'ai scruté un tout petit peu le choix tactique de Kaba Diawara. Après les entraînements, il parlait trop de Naby. Je me suis dit que vraiment, aujourd'hui, il va démarrer avec Naby. D'accord. Et ça, c'est le cas. Vous êtes d'accord pour ça ou pas? Non. Non, en fait, moi, je veux qu'il exploite Naby. D'accord. En deuxième période. En seconde période. D'accord. Parce que c'est quelqu'un, lorsqu'on est un tout petit peu en difficulté technique pour la créativité dans le match, il est quelqu'un qui est spécialiste dans ça. Okay. Donc, s'il le met, en tout cas, pour un match qu'on doit jouer box-to-box, moi je me dis que vraiment c'est quelque chose qui ne me rassure pas personnellement.
Donc, moi, je pense que mettre Naby sur le banc lui permet de comprendre un peu et le déroulé du match. Exactement. Et dès qu'il rentre, il saura dans quel secteur il peut apporter. Comme la dernière fois avec la Guinée équatoriale, dès qu'il est rentré, j'ai beaucoup aimé. Il a le côté en tout cas le côté gauche, c'est là-bas que le Sili flashait un peu. Dès qu'il est rentré, son premier ballon, tu as vu la passe lumineuse qu'il avait livrée pour le joueur qui était sur ce côté, Sekoumar Silla. Merci pour le mot. Pour le nom du joueur, la passe qu'il a livrée pour Sekoumar Silla. Et donc, il a été vraiment étincelant. Voilà, étant sur le banc, ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la rencontre, les faiblesses de l'équipe adverse et de quel côté il pourra au moins aider l'équipe à s'améliorer dans le jeu. Parce que quoi qu'on dise, Naby, c'est quand même un joueur qui est venu à la CAN très diminué. Très diminué. Voilà, ça on n'a même pas besoin de rappeler. À se remettre. Allez-y, Boui. Globalement, ce qu'on peut ajouter, c'est que Moriba et Fasciné Conté ne sont pas encore aptes. Ils ont d'ailleurs été autorisés à se rendre en Europe pour se faire consulter, pour avoir plus de précision sur la nature et éventuellement avoir des soins. Avoir des soins. Il faut dire que Guirassy, sur lequel aussi Kaba s'est apaisanti, c'est un joueur qui était très attendu, malheureusement qui n'arrive pas beaucoup à s'intégrer dans la ligne d'attaque parce que Bayo et le duo Bayo-Morgan est en train donc de prendre... ça donne satisfaction quand même. Elle est en train de prendre le dessus alors que Guirassy, c'est quand même 17 buts en quelques matchs. S'il ne donne pas satisfaction... Guirassy aussi, sa sortie la dernière fois n'était pas aussi mal. Pas mal. Sur le ballon qu'il a reçu, il a quand même essayé de le transformer en opportunité. Le problème, c'est Guirassy, c'est que c'est le décrochage. Souvent, il est beaucoup plus à la pointe qu'au décrochage. D'accord. Donc, ce problème, il va falloir, quand il joue à la pointe, qu'il vienne un tout petit peu à l'appui, lorsque les ballons ne viennent pas vers lui. Donc, ça fait partie avec la taille de Guirassy, moi, je pense qu'on devrait plutôt mettre l'accent sur des éléments qui vont amener de bons centres. Parce qu'il est capable de marquer de la tête. De la tête comme des pieds. Si ça ne marque pas de la tête, ça pourrait éventuellement créer faute dans la surface de réparation. D'accord, on va écouter encore de nouveau Kaba Diawara, puisqu'il a beaucoup d'ambition avec son groupe, avec ses gars, comme il l'a dit. Et donc, il compte vraiment aller très loin dans cette compétition. On écoute Kaba Diawara et puis on revient. Ils savent très bien ce qui nous attend demain. On joue la RDC et il faut gagner pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-dessus et pourquoi pas encore au-dessus. Donc on ne va pas jouer les fanfarons, on n'est pas là pour ça, on n'est pas comme ça, on reste humble, on reste à notre place, mais on sera prêt demain, croyez-moi. On sait que c'est des finales maintenant, alors vraiment, nous, peu importe qui vient devant nous, on sait qu'au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner, parce que si on perd, on rentre à la maison. Ça, donc c'est clair dans la tête des joueurs et c'est clair dans notre esprit aussi. Donc on se prépare en conséquence et même s'il faut aller au pénalty, on ira au pénalty. Donc vraiment, on est prêt à tout pour aller encore plus loin. Déjà, comme on le dit à chaque fois, mais là, ça va devenir encore plus vrai parce que les matchs deviennent encore plus intenses. Mais il va falloir qu'on soit encore plus efficace. Parce que s'il faut qu'on attende à chaque match 3 ou 4 occasions pour mettre un but, je ne sais pas si en jouant le quart de finale, on aura cette chance-là. Donc il faut qu'on soit encore plus tueur. Et après, défensivement, c'est pareil. Si on peut arriver à faire un clean sheet, on ne va pas se priver. Mais voilà, je sais que ça va être encore de plus en plus difficile. Et voilà, donc on va se concentrer d'abord sur nous en essayant d'être encore plus efficace. Oui, voilà, on a écouté Kaba Diawara qui compte bien évidemment aller jusqu'au bout et surtout, ce qui aussi il faut noter, les attaquants doivent être des tueurs parce que c'est un match de quart de finale qui demande beaucoup de lucidité et de réalisme. Donc il en a parlé et les joueurs en sont conscients donc, de cet état de fait. Alors nous allons donc écouter à nouveau Kaba Diawara puisque c'est important d'en parler. On l'a vu pleurer lorsque la Guinée a marqué contre la Guinée équatoriale grâce donc à un but de Mohamed Bayo. Il parle bien évidemment de l'émotion après donc cette victoire du Sili national. On le réécoute à nouveau. Et
vois le ballon rentrer, on est à la 97 minutes. Ils nous ont refusé un but auparavant, on vient de prendre un penalty, on est 10 contre 11, on fait nos changements et je me vois aller vraiment en prolongation. Donc je disais à Fousseni, je veux pas y aller, je veux qu'on marque, je veux qu'on marque. Et après je vois le ballon rentrer, donc je sais pas, il se passe un truc dans ma tête, je me mets à pleurer. Et je crois que c'est Amadou qui vient aussi, il saute sur moi. Donc on est passé par des moments vraiment difficiles, lui et moi, donc on sait, ça fait longtemps qu'on est là. Et donc on a tous en mémoire les précédents échecs. Et pour le pays, c'était vraiment important. Alors on croit vraiment en ce qu'on fait. Et je savais en plus en marquant à ce moment-là que c'était un coup KO. Et c'est ça qui s'est passé. Donc moi, à la fin du match, je ne l'ai même pas vu. Et donc après, l'arbitre a sifflé 3, 5, 10 coups, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a stoppé le match et voilà, après c'était fini. Donc c'était une grosse émotion et voilà, j'ai vraiment envie d'en revivre encore demain et puis encore après, quoi. Parce que quand on connaît ces joies-là, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Voilà, on souhaite que ça continue pour Kaba Diawara de vivre ces moments comme ça a été le cas contre la Guinée équatoriale. Après donc cette victoire, on ne dira pas éclatante, mais on va dire une victoire éclatante pour le peuple de Guinée, puisque c'est une première pour la sélection nationale donc de passer le cap d'un match à élimination directe. Nous avons notre professeur, coach Caps. Salut coach. Salut. Voilà, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, vous aurez à peu près 5, 7 ou 8 minutes. Bon, ça dépend, hein, ça dépend de... Parce que il y a quelqu'un qui a dit que vous êtes bavard. Mais bon, je ne vais pas dire. Très bien, alors coach Caps, quels facteurs, selon toi, qui ont contribué au succès récent de l'équipe nationale du Chili, notamment en se qualifiant pour les quarts de finale de la CAN après plusieurs années? Oui, justement, et ça c'est important de le préciser. Je pense que globalement, toutes les différentes victoires du Chili national se mettent à l'actif du mental. C'est le mental qui a permis à ces joueurs-là de pouvoir s'en sortir. Et ça s'explique par la cohésion au sein de l'équipe, mais également ça s'explique par la capacité qu'ils ont eue à créer une connexion émotionnelle entre ce que veulent réaliser et atteindre les objectifs, les joueurs et aujourd'hui les enjeux du pays. Et même quand vous avez suivi la conférence de presse de Kaba Diawara, il revient là-dessus. Il dit qu'à Dubaï, on a fait asseoir tout le monde, on a demandé à ce que chacun puisse parler, chacun puisse partager ses objectifs. Et derrière, avant qu'ils ne partent à la CAN, ils ont été reçus à Calaco. On leur a mis un certain nombre de choses dans la tête. L'explosion du dépôt de carburant, tout ce que le pays vit aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été utilisées pour créer une connexion émotionnelle entre l'objectif que les joueurs ont de façon individuelle, les réalités internes du pays et l'objectif global du groupe. Ça, c'est une première chose qui a pu porter ces joueurs-là. La seconde chose, si vous vous rappelez même les critères qui ont prévalu au choix de Kaba Diawara, ce sont ces choses, entre autres son projet quant à la capacité d'envoyer des jeunes joueurs, des nouveaux joueurs, des grands noms, des binationaux qui s'intéressent à l'équipe nationale. Mais au-delà de ça, l'un des facteurs clés, j'écoutais le vice-président, l'ancien vice-président du Conor, dans une sortie récente là, oui, qui disait que parmi ces critères qui ont prévalu son choix, il y avait non seulement la capacité à créer une cohésion au sein de l'équipe, à envoyer un plus grand niveau de professionnalisme et de discipline au niveau de ces joueurs-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose c'est un acquis aujourd'hui. Et ça, c'est à l'actif de Kaba Diawara. Et je pense que l'influence-là et l'impact-là a permis à ces joueurs-là de pouvoir affronter ces différentes équipes et de se hisser à ce niveau-là. Très bien, notre professeur, coach Caps. La deuxième question qu'on a envie donc de vous poser, comment l'équipe du Chili a-t-elle réussi à briser le plafond de verre et se qualifie dans un match à élimination directe d'une Coupe d'Afrique des Nations au regard de son passé? Il y en a plusieurs facteurs. Et là, on va s'intéresser à certains mécanismes cérébraux pour pouvoir s'appuyer sur les neurosciences et donner des explications possibles à cela. Et quand on le dit, ça, c'est un facteur assez important. Aujourd'hui, la plus grande qualité que regorge le Chili national, c'est la cohésion. D'accord. Et cette cohésion, ça s'explique par une première chose d'abord, ce qu'on appelle l'endorphine. Vous savez, la pratique régulière des activités sportives, notamment le football,
qui est un sport, va contribuer à libérer ce qu'on appelle l'endorphine. Et l'endorphine va favoriser le bien-être au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, mais également va contribuer à renforcer les sentiments de camaraderie entre les joueurs, mais également la confiance qui peut se créer entre eux. Premier facteur. Le second facteur également, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc, le cerveau humain, à travers les entraînements et la répétition des stratégies de jeu, va finalement envoyer les joueurs, leur cerveau, à pouvoir se remodeler, à pouvoir se réorganiser et à pouvoir se réadapter aux différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés lors d'un match, quand il y a un match en cours. Parce qu'ils ont tellement travaillé ces stratégies de jeu-là, ces stratégies de jeu auront pour impact, parce que le cerveau humain, à travers la neuroplasticité, le cerveau humain a la capacité de se réadapter à n'importe quelle situation qui se présente devant eux. Donc, parce que l'entraîneur, il va mettre en place une tactique, un système de jeu, mais le terrain a ses réalités. À un moment donné, les joueurs eux-mêmes vont produire. Kaba Diawara, il disait, j'ai dit aux joueurs, je ne veux pas aller, je ne veux pas qu'on aille en prolongation, je ne veux pas qu'on aille en prolongation. Mais là, il n'avait rien sous la main. Donc les joueurs ont su à un moment donné se réadapter à la situation qui se trouve là. Le terrain a commandé et ça les a permis de pouvoir justement faire cette différence-là. Et ça contribue encore une fois à renforcer les liens entre ces joueurs-là. La dernière chose, c'est ce qu'on appelle la synchronicité cérébrale, la synchronisation cérébrale. Vous savez, quand vous mettez des joueurs qui ont un objectif commun, qui ont un but commun, ça facilite une certaine synchronisation des esprits et une certaine complicité entre les joueurs parce qu'ils se battent tous pour un seul objectif, un seul idéal et ils savent que si ça ne marche pas, c'est toute l'équipe qui est attaquée et là, comme ça, ils se mettent ensemble, ils sont soudés et ils peuvent tout donner pour unir leurs forces et produire du résultat. Très bien, coach Capso. Peut-être vous n'aurez qu'une minute justement pour la dernière question. Comment cette victoire peut-elle impacter positivement le mental des joueurs pour affronter ce match de ce soir très important? Vous savez, il y a une chose qui se fait. La première des choses, on peut tirer même cela dans la conférence d'avant-match de Kaba Diawara. Il a dit, j'ai toujours dit à ces joueurs-là, vous avez la capacité en vous. Il dit, mais suite au match-là, en brisant ce plafond de verre, ils ont finalement eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ont le potentiel qu'il faut pour pouvoir évoluer dans la compétition. Et donc, il dit, le match a permis aux joueurs eux-mêmes de reconnaître qu'ils ont en eux le potentiel qu'il faut pour pouvoir affronter ces joueurs-là et ces autres équipes-là. La seconde et dernière chose que je peux rajouter là-dessus, le fait de gagner un match, ça libère ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur de la récompense et du plaisir. Et donc ça, c'est des facteurs qui viennent motiver encore plus les joueurs. Vu qu'ils ont réussi à briser le plafond de verre, ils se disent on peut le faire, ils rêvent grand, les ambitions deviennent grandes. Même l'entraîneur lui-même, il commence à y croire en disant qu'il ne reste plus que 3 matchs à jouer pour cette CAN-là. Et je pense qu'on va jouer ces 3 matchs-là. Donc la confiance s'installe, le potentiel commence à croire en leur potentiel, la cohésion du groupe est là. Et je pense qu'en termes de stratégie de jeu, s'ils ont véritablement travaillé l'efficacité pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans la ligne offensive, et je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas ne pas remporter ce match d'aujourd'hui, même si, encore une fois, cette CAN, on ne peut pas la prédire pour la simple raison que ça nous réserve beaucoup de surprises. Mais j'ai foi en cette équipe-là parce qu'elle reconnaît désormais son potentiel et qui reconnaît son potentiel a la possibilité de mieux s'affirmer. Bien, coach Caps, merci beaucoup pour ces analyses, monsieur le professeur. Voilà, je pense que vous n'aurez pas la parole, mes chers amis, justement. Il faut juste rappeler la compo de cette équipe du Sili. Naby Keita titulaire, sinon tout le reste depuis, vous prenez le match d'ouverture, le match contre la Guinée équatoriale. Seul Naby Keita, seul changement donc qu'a effectué Kaba Diawara au sein de cette composition donc de l'équipe du Sili qui doit affronter dans un instant l'équipe de la République démocratique du Congo pour le compte de ses deuxièmes quarts de finale. Il faut le rappeler que le Nigeria donc s'est qualifié pour les demi-finales, justement en 20 participations. Les Super Eagles ont participé donc à
à 16 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci les amis d'être passés rapidement. Un seul mot, peut-être un pronostic, puisque là, il est déjà 28. Non, merci à Séné Baldé. Nous souhaitons une victoire de Sili nationale, ne serait-ce qu'un but à 0. Voilà, ce serait beaucoup. Ouais, ce serait beaucoup. Oui, allez-y. Une victoire avec le petit bruit de... Voilà, allez-y rapidement. Allez. Merci donc à tous. Merci à Coach Caps. Merci à la réalisation Mafata Sano. Bon, je n'ai pas cité le nom de tout le monde. Fauté aussi est là. Voilà, justement. Merci pour votre fidélité. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement. On espère qu'il y aura avant-match pour les demi-finales pour la Guinée. Nous serons là avec le même plaisir. Radio Espace, Sweet FM et Espace TV au cœur de la Coupe d'Afrique Total Énergie Côte d'Ivoire 2024. Adafo Média, la seule équipe à jouer tous les matchs de la CAN, tiendra toutes ses promesses.